y avoir lors des présentations. Et je prie évidemment les différents orateurs de pouvoir réactiver leur micro quand ce sera leur tour. Et puis, je vous prierai de vouloir peut-être poser vos questions, s'il y a des questions que vous souhaitez poser rapidement, peut-être les poser par le chat, de manière à ce qu'on puisse les prendre après, à la fin des présentations, de manière séquentielle, ce qui n'empêchera pas, évidemment, de poser des questions aussi de manière interactive par la suite. Voilà, je vais passer la parole au professeur Daniel Kraus, qui lui sera en charge de la modération de l'événement et qui va aussi vous présenter brièvement les différents intervenants, de manière à ce que vous sachiez aussi un peu plus en détail à qui vous avez affaire lors de ce webinaire. Alors, bon webinaire et à tout à l'heure. Merci, Monsieur Nemeti, j'espère qu'on m'entend. J'aimerais aussi juste dire rapidement deux mots. Vous avez déjà presque tout dit ce qu'il fallait dire, Monsieur Nemeti, mais j'aimerais quand même d'abord remercier la CNCI pour d'avoir organisé avec l'université ce webinaire. En fait, ce webinaire, ce séminaire, on aurait voulu le tenir il y a une année. Il y a une année, ou un tout petit peu plus d'une année, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. On savait ce qui allait nous tomber dessus du point de vue des dispositifs médicaux. Par contre, on n'attendait pas encore le Covid. Et le Covid nous est tombé dessus. Un délai d'une année a été, ça n'a rien à voir avec le Covid, mais un délai d'une année a été entré en vigueur pour l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux et puis sur de l'ordonnance en Suisse. Donc, ça nous a permis en toute élégance de déplacer le séminaire, le transformer en webinaire et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui et ça me fait très plaisir d'avoir autant d'intérêt et encore une fois je remercie la CNCI, je remercie mes collègues pour l'organisation et les intervenants, je les remercie déjà à l'avance. Et merci aux participants d'être là. C'est une collaboration entre la CNCI et l'Université de Neuchâtel et en particulier le pôle de propriété intellectuelle et d'innovation, le master en innovation qui est issu des différentes facultés de l'université. Et je profite de cette occasion pour vous présenter une toute nouvelle plateforme que nous venons de lancer, qu'on a appelée InnoCube et qui vous proposera à l'avenir des formations dans le domaine de l'innovation, du droit de l'innovation, mais aussi du management de l'innovation et des aspects sociaux de l'innovation. Et c'est un plaisir pour moi d'intégrer ce premier webinaire dans cette série de conférences qu'on aura l'occasion de vous offrir à l'avenir. Voilà, sans plus attendre, M. Nemeti a décrit le topo, ce qui nous attend au 26 mai 2021, une nouvelle ordonnance au niveau suisse, un nouveau règlement au niveau européen et beaucoup d'incertitudes liées évidemment à la situation entre l'Union européenne et la Suisse, les négociations entre la Suisse et l'Union européenne, notamment la question de l'accord de reconnaissance mutuelle. On ne sait pas encore s'il sera actualisé ou non. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Et puis, le fait que la Commission européenne lie la mise à jour de l'ARM à la conclusion de l'accord institutionnel, de l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, énormément de questions qui se posent. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir entendre trois spécialistes dans le domaine, mais chacun avec leur point de vue spécifique. Gilles Ebicher avec son point de vue de juriste, Monsieur Michael Mayer avec son expérience pratique dans le domaine réglementaire, et puis M. Christophe Perita avec son œil de négociateur pour la Suisse. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter pour commencer Gilles Ebicher. Gilles Ebicher qui a de nombreuses casquettes. La première casquette, c'est celle de collaborateur scientifique à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, et j'ai le plaisir de coéditer avec lui un commentaire qui devrait sortir dans le courant, je pense, de l'année prochaine sur la loi sur les produits thérapeutiques.
Gilles est donc collaborateur scientifique à l'université. Il est aussi praticien comme avocat dans le domaine du droit de la santé et spécifiquement des produits thérapeutiques et des dispositifs médicaux. Et c'est un ancien de Swissmedic, donc il a l'expérience qu'il nous faut. Et il va nous faire une présentation générale des éléments clés de la révision du droit des dispositifs médicaux. Alors, je cède la parole à Gilles Ebicher pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Pardon. Son mode présentation. Voilà. Alors, je remercie le professeur Kraus et monsieur Nemeti pour leur introduction. Passons à l'entrée de cette conférence, donc la révision du droit des dispositifs médicaux, les éléments clés de cette révision. Dans un premier temps, nous allons examiner le contexte, à savoir les raisons qui sont à l'origine de cette révision. Excuse-moi, je crois que ça passe pas. Pardon. Problème technique. Ici. Donc je disais, on va examiner dans un premier temps le contexte, ensuite les principales modifications dans le droit suisse, de manière générale, et je m'essayerai une petite conclusion. Le point de départ de cette révision, donc, ce sont plusieurs incidents graves qui ont impliqué des dispositifs médicaux, des incidents qui datent d'une dizaine d'années. Vous voyez à l'écran le scandale des prothèses mammaires et le scandale des prothèses de hanche, métal sur métal, les prothèses dites MOM. Voilà, donc de nombreuses critiques avaient été formulées à l'époque à l'encontre de la réglementation, des manquements de la réglementation des dispositifs médicaux. Je suis désolé, il défile pas. Pardon. Ça défile pas. Ah, voilà. C'est On tout va y bon. aller comme ça. Voilà. Le scandale Implant Files qui a eu il y a 2 années en arrière n'a fait qu'accroître en fait la problématique. Donc en toute logique, l'objectif de la révision était d'améliorer la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux et de renforcer la sécurité des patients. Afin d'atteindre cet objectif, le législateur a voulu renforcer principalement les critères d'autorisation et de surveillance des essais cliniques et des tests de performance. Il a également voulu accroître les exigences et donner plus de responsabilités pour les autorités compétentes, les autorités d'exécution et les organes d'évaluation de la conformité. Le législateur voulait aussi faciliter la traçabilité des dispositifs par une identification claire afin d'obtenir aussi plus de transparence, en créant notamment la base de données européenne EUDAMED sur les dispositifs médicaux. S'agissant du cadre légal actuel, donc en Suisse, on a 2 lois, la loi sur les produits thérapeutiques, la loi qui garantit la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. Nous avons également la loi relative à la recherche sur l'être humain, qui vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé des sujets de recherche, notamment dans le cadre d'essais cliniques. Et le droit d'exécution, donc l'ordonnance sur les dispositifs médicaux, l'ordonnance sur les essais cliniques. Le droit européen, vous le connaissez actuellement, donc on a 3 directives. La directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux, la directive 98/79
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et la directive 90/385 relative aux dispositifs implantables actifs. En ce qui concerne le cadre légal révisé, en Suisse, pas de grands changements dans les intitulés des actes. On conserve la LPTH, la LRH et l'ODIM. Par contre, le législateur a décidé d'édicter une ordonnance spécifiquement pour les essais cliniques de dispositifs médicaux. C'est l'OCLIN-DIM. Par contre, en ce qui concerne le droit européen, on a un changement. On passe de 3 directives à 2 règlements. Quelle est la différence entre ce type d'actes? Les directives donnent des lignes directrices aux États. Elles n'ont pas besoin d'être transposées, ce qui n'est pas le cas des règlements. Les règlements sont directement contraignants et applicables dans tous les pays. On n'a pas besoin de les transposer. Ça permet d'harmoniser le système sur le plan européen. Pour la Suisse, il n'y a pas de grands changements par rapport à ces types d'actes, puisqu'on doit de toute manière transposer les règlements européens dans le droit suisse. La flèche que vous voyez sur le slide nous indique que le droit suisse s'applique. En Suisse, évidemment, c'est le principe de territorialité, et le droit européen est intégré au droit suisse dans cette matière. Parallèlement au cadre légal que je viens de vous présenter, on a l'accord de reconnaissance mutuelle qui est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il faisait partie du premier paquet des accords bilatéraux. Et le but de cet accord est de supprimer les entraves techniques au commerce pour les produits dont les prescriptions techniques sont jugées équivalentes. Tel est le cas pour les dispositifs médicaux, mais pas uniquement. Comme mentionné, on a aussi, par exemple, l'industrie des machines. Je ne vais pas m'attarder sur cet accord. Monsieur Perita nous donnera des explications par rapport à cet aspect plus tard. Passons aux principales modifications dans le droit suisse. Alors, premièrement, nous avons des modifications relatives au champ d'application. On a un élargissement du champ d'application aux produits qui n'ont pas de destination médicale. C'est une nouveauté. Donc la loi a donné la possibilité au Conseil fédéral d'adopter une liste contenant ces groupes de produits. Cette liste, vous la trouverez à l'annexe 1 de l'ODIM révisé. D'un autre côté, on a une limitation du champ d'application aux tissus et cellules utilisés dans les dérivés dévitalisés et dans les produits combinés ayant un élément dévitalisé dont l'action est accessoire. Jusqu'à présent, en Suisse, la réglementation suisse considérait comme des dispositifs médicaux l'ensemble des produits dévitalisés. Et là, on a une limitation donc, aux dérivés ou aux produits combinés. Dévitalisé. L'un des objectifs principaux de cette révision était d'harmoniser la terminologie entre la Suisse et l'Union européenne. Donc on a quelques adaptations à ce niveau-là. Donc la définition légale du terme dispositif médical a été complétée. Je rappelle que le droit suisse contient 2 définitions du terme dispositif médical, une dans la loi et une dans l'ordonnance. Donc la définition légale contient actuellement une extension aux équipements, aux implants, aux réactifs et aux matières. On a également une attribution au Conseil fédéral pour prévoir une attribution de compétences pour prévoir des définitions différentes que celles prévues dans la loi. À l'article 4 de la loi sur les produits thérapeutiques, on a un catalogue avec plusieurs définitions. Et grâce à cet alinéa 3 de l'article 4, le Conseil fédéral peut reprendre les définitions, les notions européennes directement dans l'ordonnance. Il y a par exemple la question de la mise sur le marché pour
pour indiquer la première mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché. En droit suisse, on parle plutôt de distribution. Et la mise en service, en droit des médicaments, on parlerait de remise. On a également des adaptations ponctuelles et rédactionnelles de l'article 45 de la LPTH qui règle les exigences essentielles, et l'article 46 sur la procédure d'évaluation. Je ne vais pas m'attarder sur ces aspects, c'est vraiment des adaptations ponctuelles et rédactionnelles, pas énormément de substance. Les grands changements, donc les nouvelles obligations, elles font l'objet désormais d'une réglementation propre dans la loi. Donc maintenant, les fabricants sont tenus d'enregistrer leurs produits et de veiller à attribuer une identification unique à chacun d'entre eux, donc c'est le IUD, ID. Il est défini à l'annexe 6 de la partie C du MDR. Cette obligation, elle est valable pour tous les dispositifs, à l'exception des dispositifs sur mesure. On a aussi une obligation relative à la documentation technique. Les fabricants sont tenus d'établir une documentation technique afin de pouvoir prouver en tout temps la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles. La même chose concernant le système de gestion de la qualité. Les fabricants doivent établir et entretenir un système de gestion. Alors, que ce soit cette nouvelle obligation de documentation technique ou de système de gestion de la qualité, sur le marché, beaucoup de fabricants le faisaient déjà. C'est une question de diligence. C'est juste des obligations qui figurent actuellement dans la loi. Une grande nouveauté, c'est l'obligation de communiquer les sources d'approvisionnement. Et vous vous en douterez, cette obligation, elle suit l'objectif de traçabilité, la volonté du législateur, de transparence. Donc, communiquer les sources afin de mieux pouvoir surveiller la chaîne d'approvisionnement. La couverture financière et responsabilité, les fabricants ou les mandataires ont l'obligation de prendre des mesures pour disposer d'une couverture financière suffisante au regard de leur éventuelle responsabilité en cas de demande de réparation pour des dommages causés par des dispositifs non conformes, donc, afin d'éviter des actions en responsabilité vaine. Et finalement, l'obligation de désigner un responsable technique à l'image de ce qui se pratique déjà en droit des médicaments. Pour cette raison, je vous ai indiqué à titre de comparaison les dispositions topiques en droit des médicaments concernant les responsables techniques. Pour avoir plus de transparence, il fallait créer une banque de données, également en Suisse, donc une banque de données sur les dispositifs médicaux complètement interopérables et liés au système d'information EUDAMED. Donc c'est l'article 62C qui constitue la base légale pour créer cette base de données en Suisse. C'est le pendant de l'obligation d'enregistrer et d'identifier que j'ai cité juste avant. La mise en œuvre de cette base de données est prévue au mois de mai 2022. On a également des adaptations relatives aux essais cliniques. Donc comme je l'ai dit, il a été choisi d'élaborer une nouvelle ordonnance, vu la mise en œuvre différente des procédures d'autorisation et d'annonce et les types d'essais cliniques. Donc on a désormais une ordonnance spécifiquement pour les essais cliniques de dispositifs médicaux. On a aussi une harmonisation des notions entre des notions suisses et européennes. Une obligation de traiter les données dans le système EUDAMED. Et comme on applique le droit européen par intégration, on a un renvoi aux exigences de l'annexe du MDR concernant les essais cliniques. Le Conseil fédéral a désormais la possibilité de prévoir des renvois dynamiques aux
au droit européen. Donc, qu'est-ce qu'un renvoi dynamique? Un renvoi dynamique consiste à renvoyer un acte dans sa dernière version en vigueur, et cela inclut toutes les modifications à venir. L'article 82, alinéa 3, pose cela étant une condition, pour autant qu'il s'agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme. Le Conseil fédéral a adopté une liste, vous la trouverez à l'annexe 4 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux révisés. On a par exemple la réglementation technique sur les nanomatériaux, vous la retrouverez dans cette liste. On a également une extension de la réglementation sur l'intégrité aux dispositifs médicaux, l'interdiction des avantages matériels susceptibles d'influencer le choix du traitement sera désormais valable aussi pour les dispositifs médicaux, mais l'entrée en vigueur de ce point ne sera pas avant l'année prochaine, donc 2022. Il faudra adapter l'ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, l'OIT et PTH. Nous avons également une adaptation de l'article 58, alinéa 1 de la loi, de la LPTH, concernant la surveillance du marché. Cet article mentionne la maintenance, ce qui a pour conséquence d'inclure désormais les inspections dans les hôpitaux. La maintenance doit être documentée. Vous retrouvez la base légale à l'article 69, alinéa 2. Et des inspections inopinées peuvent être menées tout au long de la chaîne de production, sans préavis. Je vous ai indiqué également les changements quant aux dispositions pénales. Je ne vais pas m'étaler sur ces changements. Ils reprennent en fait les nouvelles règles concernant l'annonce, les obligations d'enregistrement. Et la conséquence du non-respect de ces règles peut être pénale. C'est bien de l'avoir en tête. Sinon, on a également des modifications dans la LRH. Comme je l'ai dit, on n'a pas uniquement la loi sur les produits thérapeutiques qui règle certains aspects. Les essais cliniques sont réglés dans la LRH. On a une harmonisation de la notion d'essais cliniques avec la notion européenne. On a l'inscription du système d'information BASEC des cantons dans la LRH aussi. Donc on va renforcer le caractère contraignant. Un point important, un point intéressant, donc les commissions d'éthique suisses doivent désormais compter au moins un représentant des patients parmi leurs membres, c'est une nouveauté. Et le Conseil fédéral a la compétence d'ordonner la publication sur une plateforme des résultats des projets de recherche qui sont enregistrés. Quant à savoir si les changements, les modifications que je viens de vous présenter sont propres à atteindre le but visé, donc d'avoir des dispositifs de qualité, de sécurité, alors plus de sécurité pour les patients, c'est difficile en l'état de juger, la réglementation n'est pas encore en vigueur, il faudra faire le bilan dans quelques années. Cela étant, je sais que se mettre à jour avec cette réglementation, c'est des démarches relativement lourdes pour les fabricants. On fera le bilan. Sinon, la question du plan B. On a entendu qu'une ordonnance a été consultée de manière confidentielle dans l'hypothèse où l'accord le MRA n'est pas réactualisé. Cette ordonnance qui a été révisée, le plan B, contient des modifications substantielles. Donc les informations que je viens de vous donner demeurent pertinentes à 99%. Mais mon collègue, M. Mayer, vous expliquera vous donnera des recommandations justement par rapport aux mandataires afin de pouvoir continuer à faire du commerce avec l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Gilles pour ce tour d'horizon du cadre juridique qui nous attend. Il respecte les 3 C, il était clair, concis et complet. Je propose que les questions qui pourraient se poser soient gardées au chaud pour la fin des 3 présentations, parce qu'il se peut que l'un ou l'autre des prochains intervenants répondent déjà à vos interrogations. Alors, je cède directement la parole maintenant à Michael Mayer, non pas sans le présenter. Monsieur Mayer est un praticien donc, dans le domaine avec 25 ans d'expérience de développement et d'expérience réglementaire dans l'industrie des dispositifs médicaux. Donc, il se prête parfaitement à nous parler de son expérience et surtout de se projeter dans l'avenir pour nous expliquer son point de vue sur l'effet que ces modifications vont avoir sur la pratique. Alors, Monsieur Mayer, je vous cède directement la parole. Je vois que vous avez déjà partagé votre écran. C'est parfait. À vous la parole, Monsieur Mayer. Merci beaucoup. Monsieur Kraus. Merci à la Chambre de commerce pour l'invitation. Et puis, bienvenue à tous les participants. Moi, j'ai été demandé d'expliquer un petit peu les conséquences pratiques de la révision du droit des dispositifs médicaux pour les fabricants de dispositifs en Suisse. Et puis, mon focus sera plus sur le règlement des dispositifs médicaux européens que sur le droit suisse. Et puis, je vais essayer d'aller avec vous un petit peu à travers des obligations des opérateurs économiques. Ça sera une mise à jour rapide. Les conséquences pratiques pour les fabricants. Et puis, il ne faut pas oublier que dans notre région, en Suisse romande spécifiquement, on a aussi beaucoup de fournisseurs on a un tissu exceptionnel de fournisseurs dans des hautes technologies qui sont appliquées dans les dispositifs médicaux. Et puis, il y a aussi certains, certaines choses à prévoir par ces fournisseurs dans ce processus de fabrication des dispositifs. Et puis, je vais vous parler un petit peu aussi de la date de mise en application qui sera le 26 mai cette année, et puis quelques loopholes de dernière chance pour gagner un petit peu de temps. Ça sera de quelques mois pour maintenir l'activité dans cette phase de transition. Ce qui est très important pour chacun d'entre vous qui est actif dans les dispositifs médicaux, vous ne pouvez pas vous l'épargner. Il faut que vous lisez ce règlement. Prenez le temps, lisez-le. Lisez surtout en détail les définitions, parce que les définitions, c'est vraiment très, très important pour comprendre ce qui se passe dans ce règlement. Et si vous le lisez, je vous ai mis un lien vers le site de l'Union européenne sur lequel vous pouvez comparer directement plusieurs versions linguistiques. Et puis, ce site vous permet aussi d'accéder au texte d'origine qui contient la préambule. Alors, tous ceux qui participent aujourd'hui, qui sont au niveau de executive management ou qui sont des propriétaires de sociétés qui sont actives dans le dispositif médical, lisez cette préambule parce que ça vous condense sur 13 pages ce qui est l'objectif de ce règlement, et puis ça vous donne la vue globale où ça va aller et puis quels sont les objectifs. C'est très important. Pour les opérateurs économiques, la réglementation, elle définit les obligations pour les fabricants, elle recadre les obligations du mandataire qui étaient déjà citées plus ou moins dans les directives, mais pour pouvoir les comprendre, il fallait tenir compte d'un document qui s'appelle Blue Guide, qui fixe le cadre réglementaire entier du New Legal Framework, ça s'appelle, selon lequel 23 produits sur les marchés
européennes sont réglementées. Alors, ce qu'on est en train de vivre avec les dispositifs médicaux, il faut être conscient que ce problème de MRA et puis d'accord cadre, on est tout simplement les premiers de passer à la trappe, mais il y en a 22 législations qui sont structurées plus ou moins de la même chose, qui sont aussi concernées par ça. Ça concerne les machines, les produits électroniques, plein d'autres domaines qui, dans le futur, auront le même problème ce qu'on a aujourd'hui avec les dispositifs médicaux. Il y a l'importateur qui est aussi important de comprendre sa fonction, notamment pour les fabricants suisses qui doivent déterminer un importateur en Union européenne, comme aussi d'ailleurs un mandataire. Et puis, il y a aussi des implications pour les distributeurs. Dans ce cadre-là, ceux qui font la distribution de produits, il faut que vous regardez attentivement cet article 16 du règlement qui parle du repackaging et puis de réétiquetage. C'est très important que vous fassiez attention de ne pas tomber sous cet article 16 parce que ça peut avoir des implications. Après, il y a encore un autre opérateur économique, c'est les producteurs de systèmes et nécessaires, so System and Procedure Packers. Là, il y a aussi un article spécifique 22 qui gère ou qui détermine différentes obligations. Et là aussi, le problème, il est caché dans le détail avec l'article 22 parce que vous arrivez rapidement à tomber sous l'article 16 si vous pensez vous êtes sous 22 et puis ça peut avoir pas mal d'implications. Malheureusement, dans le temps qui m'a été octroyé, je ne peux pas aller dans le détail de la chose, mais bon, on sera prêt à répondre à vos questions après. Maintenant, pour les obligations du fabricant, on peut les subdiviser en 4 différents types ou groupes d'obligations. Il y a un premier groupe d'obligations qui est en relation avec votre système de management de la qualité. Le règlement sur les dispositifs médicaux, alors les deux règlements, dispositifs médicaux et celui sur le diagnostic in vitro, ils demandent des aspects de système qualité qui vont bien au-delà de ce que la ISO 13418, la 13485 vous demande. Alors ceux qui aujourd'hui se disent j'ai un certificat ISO 13485, tout baigne, faites attention, non, ce n'est pas le cas. Regardez dans le détail l'article 10, surtout la section 9, et puis tous les articles et annexes qui sont référencés dans cet article 10. C'est important. Vous devez avoir un sous-système de gestion de risque, de post-market surveillance, alors surveillance après commercialisation. Vous devez avoir un système de vigilance. Vous devez aussi travailler sur le contrôle de vos sous-traitants. Et puis là, il ne faut pas oublier que, par exemple, votre mandataire en Europe et votre chaîne de distributeurs, ça peut être considéré comme un fournisseur de services. Il y a des obligations que ces gens-là ont à remplir. Et puis vous, en tant que fabricant, si vous travaillez avec des distributeurs, vous devez les mettre en position de pouvoir exécuter les obligations qu'ils ont. Et puis, on sait de plusieurs notified bodies que notamment cette qualification de distributeur, c'est un sujet qui est en train de monter en importance. Il y a un deuxième groupe, c'est des exigences qui sont en relation avec la documentation technique. Là-dessus, il y a les deux aspects. Il y a documentation technique qu'un fabricant de dispositifs, quelqu'un qui fait la mise sur le marché, doit avoir pour des fins réglementaires, pour pouvoir déclarer la conformité, mais ça a aussi pas mal d'impact sur les fournisseurs et les sous-traitants qu'on a dans la région, parce qu'il va falloir jouer de la transparence. J'y reviens à ça un peu plus tard. Après, il y a toute une gamme d'exigences qui sont reliées aux exigences d'enregistrement au niveau EDAMED. Et puis là aussi, il y a un gros problème pour l'instant. Il y a peut-être M. Peretta qui va parler un petit peu de ça aussi.
la Suisse n'existe pas dans le Operators Module pour Edamed aujourd'hui. Et puis, on ne sait pas si ça ne se met pas en place, comment cette interaction entre les autorités en Europe et la Suisse pourra fonctionner. Mais le quatrième groupe, c'est des exigences qui sont en relation avec l'administration, avec l'assurance, responsabilité civile, ainsi de suite. On a déjà entendu qu'il y a une exigence pour une couverture financière. Ça pose pas mal de problèmes dans l'interaction avec, par exemple, un mandataire que vous devez probablement, s'il n'y a pas encore un miracle qui se passe, vous devez mandater un mandataire en Europe et puis il va automatiquement y avoir cette question de couverture financière en cas de pépin. Maintenant, les obligations de ce mandataire, ils sont listées dans l'article 11. Je ne vais pas aller à travers de cela, vous pouvez lire vous-même. Il n'y a pas seulement l'obligation d'avoir un mandataire et puis les exigences envers le mandataire, c'est aussi spécifié comme un mandataire, il doit réagir si jamais il détecte que quelque chose ne va pas avec le mandat ou avec la qualité du dispositif pour lequel il est mandataire. Dans ce cas-là, le mandataire a l'obligation d'arrêter le mandat et puis d'informer les autorités. Alors, un fabricant, il est pas seulement confronté aux autorités directes, alors aux autorités compétentes qui font la surveillance du marché, il est aussi confronté aux notified bodies, ça c'est clair, on sait, mais il va être confronté aussi à un scrutiny de son mandataire en Europe, parce que le mandataire, il a tout intérêt de s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes ou d'histoires pas cohérentes qui se passent, parce qu'il est jointement responsable du produit. L'importateur, lui aussi, il a certaines exigences. Il doit vérifier si le marquage il est correctement fait, si l'évaluation de conformité a été correctement faite. Le problème avec ces obligations de l'importateur, c'est que vous, en tant que fabricant, vous devez les mettre en position de pouvoir exécuter les tâches qu'ils doivent faire. Et ça demande pas mal de transparence et puis d'interaction avec ces importateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une espèce d'hierarchie héréditaire entre ces différentes obligations. C'est-à-dire, si vous importez un produit, vous êtes au sein de l'Union européenne, vous importez un produit qui vient d'Angleterre, vu que c'est hors Union européenne, et puis vous le vendez sur le marché, vous héritez, vous le placez sur le marché, et puis vous héritez les obligations du mandataire automatiquement. Et vous héritez aussi les obligations du fabricant. Alors, il faut faire attention, les importateurs, ils font la mise sur le marché. Dans la loi, s'il n'y a pas de ICIREP, si vous inhéritez les obligations du fabricant si vous faites ça sans que cette hiérarchie elle est clarifiée. Maintenant, l'impact pour les fabricants de ce mandataire, il y a plusieurs scénarios à évaluer. Le plus simple, c'est si vous avez une succursale quelque part en Union européenne, de mettre votre propre succursale mandataire et puis aussi définir votre propre succursale comme importateur. Si ce n'est pas possible, il y a un deuxième scénario, c'est de mandater une partie tierce pour exécuter le mandat de mandataire en Union européenne. Et là, c'est justement après cette question de couverture pour la responsabilité du fait de produits qui se lancent. Et puis, les assurances, ils ne peuvent pas assurer un mandataire. Ils peuvent uniquement assurer un fabricant. Alors, la voie la plus simple, c'est que vous prenez votre mandataire sous votre couverture de RC. Pardon? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Non, non, tout est bon. C'était juste un micro allumé. Ah, ok, je continue donc. Maintenant, parlons rapidement de l'impact de ce règlement de dispositif pour les fournisseurs et les sous-traitants.
les fabricants, ils sont obligés par ce règlement de porter un effort considérable pour la qualification et le contrôle de leurs fournisseurs. Maintenant, si vous êtes fournisseur et puis vous êtes certifié ISO 13485 par un organisme notifié, reconnu, qui est listé dans la liste NANDO, l'effort pour vous qualifier pour un fabricant est relativement faible. Il doit quand même éventuellement faire des audits, mais il peut se baser sur une certification existante. Et moins que vous avez, vous, en tant que fournisseur ou sous-traitant, des preuves d'excellence, plus l'effort pour vous qualifier augmente, et puis c'est exponentiel. Si vous êtes un fournisseur et puis vous n'avez aucune certification, un fabricant, il doit venir vous auditer, il doit faire des contrôles d'entrée poussés, ainsi de suite, parce qu'autrement, le fabricant, il a des problèmes de justifier ça auprès de son organisme notifié. Et puis, moins que vous avez, vous, de certification, plus vous êtes exposé, vous, aux audits de l'organisme notifié, de votre client qui, lui, est fabricant de dispositifs médicaux. Si vous voulez voir quel organisme est déjà qualifié pour le nouveau règlement, je vous ai mis un lien Internet, là, ça vous mène sur la page NANDO où vous pouvez voir quels organismes existent dans quel pays et puis comment ils sont notifiés. Maintenant, vous, en tant que fournisseur, vous devez jouer la transparence. Les réels secrets de fabrication, ils sont très rares. C'est dans la plupart des cas, ce que nous, on voit en tant que consultant, c'est qu'on ne veut tout simplement pas que quelqu'un d'autre regarde ce qu'on fait. C'est un choix à faire. Si vous voulez travailler dans l'industrie du dispositif médical, c'est un petit peu comme si vous voulez travailler dans l'aérospatial. C'est soit vous jouez la transparence ou vous cherchez un autre marché. Ça ne fonctionne pas de ne pas vouloir donner les paramètres d'injection et puis ça ne marche pas. Le fabricant, il a besoin de ça pour son dossier technique. Alors si vous ne voulez pas donner ça, il faut trouver des clients qui sont dans un autre secteur. On ne peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre ici. Ça ne fonctionne pas. On est régulièrement confronté à ce problème de secrets de fabrication qui, quand on regarde de près, ne sont pas des secrets de fabrication réellement. S'il y a de l'IP qui est là-dedans, on peut la protéger même si on joue la transparence. Maintenant, vous, en tant que fournisseur, si vous l'êtes, vous avez le choix de soit livrer du standard catalogue à faible valeur ajoutée. Là, la transparence, elle reste au niveau des spécifications catalogue. On ne demande pas plus, mais si vous voulez livrer des composants et sous-systèmes essentiels qui ont une forte valeur ajoutée, vous devenez le workbench étendu du fabricant et puis vous devez jouer la transparence. C'est un choix à faire pour vous, les fournisseurs, ce que vous voulez faire si vous voulez être actif dans ce domaine. Maintenant, la MDR, elle est entrée en force en mai 2017 et puis la date d'application, c'est mai 2021. Ça a été repoussé d'une année parce qu'on n'a pas été prêt. Tout le monde était heureux qu'il y a Corona, en tout cas ceux qui traitent avec ce règlement. Le Corona, c'était juste un prétexte pour pousser la chose, c'était pas prêt. À mon avis, on n'est toujours pas prêt, on est tous assis sur le Titanic et puis l'iceberg, il est là, et puis on va y aller plein dedans dans ce iceberg. Mais on verra comment ça se passe et éventuellement M. Perita ou ses collègues qui sont chez Swissmedic qui peuvent après vous donner des autorisations de marché si vous ne trouvez pas d'organisme notifié. Mais ça, tout ça, ça reste à voir. Alors, théoriquement, le dernier certificat ou la dernière mise sur le marché sous déclaration de conformité, selon les directives, vous pouvez la faire jusqu'au 26 mai de cette année. Et si vous avez un certificat sous MDD, sous la directive, sa validité maximale est mai 2024. C'est-à-dire vous pouvez continuer sous MDD de placer vos dispositifs sur le marché jusqu'aux dates limites mai 2024. Vos distributeurs qui vous ont repris ou qui vous ont acheté des produits
même jusqu'en mai 2024, si votre certificat le couvre, ils peuvent continuer à écouler sur le marché ou comment dire, à rendre accessible le dispositif à l'utilisateur final jusqu'à mai 2025. À partir de mai 2025, aucun produit peut être vendu à un utilisateur final sans qu'il soit conforme avec le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux. Maintenant, il y a une deadline dure pour tous les dispositifs qui sont classe 1. C'est les fabricants de classe 1, ils ont encore 96 jours ou 97 jours pour se conformer au règlement. Si vous n'êtes pas conforme, vous ne placez plus rien sur le marché, donc après le 26 mai 2021. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la date de placer sur le marché qui est la date déterminante. Vendez ce que vous pouvez à votre distributeur avant mai 26. Tout ce que vous avez vendu au distributeur où il y a eu un changement de propriétaire, un change of ownership, tout ça, c'est placé sur le marché et puis votre distributeur, il peut l'écouler jusqu'en mai 2025. Alors, si vous voulez gagner un peu de temps, il faut maintenant vendre, placer sur le marché. Dès que c'est placé sur le marché, le distributeur peut continuer à l'écouler. Maintenant, il y a des exceptions selon l'article 120. Alors, tous les dispositifs médicaux qui ont ce certificat valide, marque CE, selon la directive, ils peuvent, le long de la validité de ce certificat, mais au maximum jusqu'en 2024, continuer à placer sur le marché. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est faire des changements à ces dispositifs. Le moindre changement qui nécessite une annonce au Notified Body, et puis c'est fini, vous devez passer sous le règlement des dispositifs médicaux. Et puis il y a une deuxième exception qui a été ajoutée à l'article 120 avec le deuxième corrigendum du règlement, c'est que les dispositifs qui aujourd'hui n'ont pas besoin d'organismes notifiés, mais qui ont besoin d'organismes notifiés sous le nouveau règlement, ça concerne beaucoup de software qui sont des dispositifs médicaux ou bien aussi les instruments chirurgicaux retraitables. Ces produits-là, ils ont besoin d'un certificat CE après mai 2021 et ils n'ont pas besoin de certificat aujourd'hui. Ces produits-là aussi, vous pouvez continuer à les placer sur le marché jusqu'en mai 2024 si vous les avez placés sur le marché déjà pour une toute première fois avant mai de cette année. Alors, placez ces produits, si vous avez des nouveaux produits, faites au moins 3 pièces et puis vendez-les. Et faites une déclaration de conformité avant mai 2021. Comme ça, ils sont placés, vous avez une preuve, vous avez un bulletin de livraison, éventuellement une facture. Et ces produits-là, si c'est des instruments chirurgicaux retraitables, vous pouvez continuer à les placer sur le marché. La même chose est applicable pour les softwares qui sont aujourd'hui classe 1. Et puis avec le règlement, il y a les 95% des softwares qui sont classe 2A. Pas de Notified Body aujourd'hui, Notified Body à partir de fin mai. Ces produits-là aussi, placez-les sur le marché pour une toute première fois avant que le règlement soit applicable. On est là, il reste, je crois, 98 jours. Il faut se grouiller maintenant. Maintenant, on a un gros problème en Europe. Ça, c'est un vieux slide de MedTech Europe qui a déjà, je crois, en 2019 ou 2018, il est sorti, qui a annoncé le problème. Et puis, ce problème-là, il se confirme. Il y a un énorme gap entre la disponibilité de capacité pour la certification et puis le nombre de Notified Body. Et puis, ce n'est pas le nombre de Notified Body purs qui compte, c'est l'ensemble des personnes actives qui peuvent travailler dans la certification. Ça ne suffit pas. Et puis, ça va poser des problèmes. Le problème, il a été un petit peu reculé à cause d'une année de plus et puis à cause de pas mal de recertifications selon les directives qui ont été faites. Mais le problème, il est toujours
persistant, il est juste décalé un tout petit peu dans le temps. Maintenant, vous êtes fabricant de dispositifs médicaux, il y a certainement 4 phases à travers lesquelles vous allez passer. Ces phases, ça commence par l'enthousiasme du team. Voilà, on est prêt pour la MDR. Vous consultez un organisme notifié, vous essayez de trouver un organisme notifié, vous passez par une phase d'espoir. Hein. Cette phase d'espoir, elle tourne après 4, 5, 6 mois dans une phase de frustration. Et puis, à la fin, vous allez voir que c'est assez désespéré la situation parce que vous ne trouvez pas. Et puis, si vous trouvez aujourd'hui un organisme notifié avec un certain renommé, bah, ils vont vous dire, c'est entre 9 et 14 mois, qu'il va falloir attendre jusqu'à vous recevez un certificat pour votre dispositif. C'est clair que les fabricants qui ont plus de capacité d'anticipation, notamment les grands fabricants, ça fait depuis le premier texte en 2012 était sorti, qu'ils ont commencé à préparer ça. En 2017, ils ont mis le paquet. Les grands fabricants, ils sont prêts. Et les slots disponibles chez les organismes notifiés, ben, ils sont déjà pas mal occupés par les grands fabricants. Alors, si vous êtes un petit fabricant, il faut avoir un peu de chance pour trouver un organisme qui vous prend. Il y a certainement des organismes qui ont encore des slots libres, mais il y a aussi différents échelons de perception ou de qualité parmi ces différents organismes qu'il y a sur le marché. Faites attention, ces fonctions réglementaires, elle est stratégique, elle est essentielle pour la survie dans le marché des dispositifs médicaux. Et puis, si vous planifiez d'étendre votre staff, ben, il faut penser à ce domaine-là. Vous avez besoin d'une personne responsable pour les questions réglementaires, selon l'article 15, si vous êtes fabricant. Il y a des exigences qui sont définies par rapport à la formation de ces personnes. Mais faites attention, c'est important parce que l'effort qui part dans la compliance réglementaire qualité, c'est énorme. C'est très, très consommateur, mais c'est votre carte d'entrée. C'est comme si vous allez au cinéma, vous achetez le billet avant que vous pouvez visionner le film. La même chose ici, là, il y a l'effort et puis les ressources à mettre au début avant de pouvoir bénéficier ou travailler dans ce marché. Voilà, ça y est, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'a été alloué et puis je rends la parole à la CNCI. En l'occurrence, c'est à l'université, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Merci beaucoup, Monsieur Mayer, pour votre présentation pleine de bons conseils. Enfin, franchement, je crois, j'allais dire, on en a pour notre argent, entre guillemets. Mais voilà, je crois que c'est extrêmement utile. J'ai juste noté quelques points comme ça. Un, c'est lisez le règlement, lisez le préambule. Je crois que c'est fondamental. Deuxièmement, c'est un peu moins rigolo, mais c'est qu'on est sur le Titanic et que l'iceberg se rapproche. Et troisièmement, c'est vendez avant 2026, mettez sur le marché. Enfin, il y a beaucoup plus, mais ça, c'est quelques points. J'ai beaucoup aimé vos slides aussi, un peu moins les derniers, parce qu'on dit en allemand Hoffnung stirbt als letztes, et j'aurais aimé voir à la place de Despair, je crois, hein, j'aurais préféré voir Hoffnung à la fin, mais il semblerait que ce n'est pas le cas. Mais M. Perita va peut-être nous dire que oui, le dernier slide, ça doit quand même être Hoffnung. Je me réjouis de vous céder la parole. J'aimerais juste vous présenter rapidement. Vous êtes aussi très expérimenté en matière de négociation pour la Suisse. Vous dirigez depuis 2011 la division des mesures non tarifaires au SECO. Et c'est la division qui est chargée précisément de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle
des évaluations de la conformité. Donc, vous êtes en plein dans le sujet. Vous avez de l'expérience depuis l'année 2000 au SECO. Vous avez fait un petit passage entre deux à la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et vous êtes de formation, vous êtes économiste. Je vous cède très volontiers la parole et on se réjouit tous de vous entendre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez votre micro allumé, on ne vous entend pas encore. Pardon, oui, parce qu'il faut le désactiver 2 fois. Désolé. Donc, Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kraus, de cette introduction. Merci beaucoup aux organisateurs, à l'Université de Neuchâtel, au CNCI, de la possibilité de présenter la situation de l'actualisation de l'accord de reconnaissance mutuelle, l'ARM, concernant les dispositifs médicaux. C'est un plaisir de discuter de ce sujet pour une fois avec une audience romande. C'est juste un petit peu dommage qu'on ne puisse pas prendre un café ensuite, mais enfin voilà, c'est la situation actuelle. Donc le thème, où en sommes-nous dans nos relations avec l'Union européenne concernant les dispositifs médicaux? Donc je vous ai prévu une présentation graphique au début sur le sujet, mais c'est vrai qu'après les présentations de Gilles Ebicher et de M. Mayer, qui était très détaillé déjà sur certains points, ça va être beaucoup plus simple pour moi et c'est très agréable de passer après quelqu'un du monde académique et puis quelqu'un du monde pratique. Je suis désolé, moi je vais être un petit peu moins peut-être un petit peu moins technique sur ces points. Donc, j'ai préparé le graphique qui est sur le transparent suivant. Donc, c'est un peu le même que celui qu'a présenté M. Mayer, donc c'est bien parce qu'au moins, on ne va pas se contredire. Donc, tout d'abord, on a la ligne supérieure du RDM, le règlement sur les dispositifs médicaux de l'Union européenne qui a été présenté déjà, qui s'applique de manière volontaire depuis 2017. Et comme disait M. Mayer, effectivement, il y a eu une prolongation jusqu'en 26 mai 2021, toujours de cette application volontaire. Et à partir du 26 mai 2021, on a une application obligatoire de ce règlement. Maintenant, j'ai une ligne quand même supplémentaire par rapport à M. Mayer, c'est que cette partie-là, jusqu'au 26 mai 2021, nous l'avons réglée dans l'ARM déjà en décembre 2017. Donc, vous pouvez effectivement aujourd'hui mettre de manière volontaire un dispositif médical selon les exigences du RDM et le mettre sur le marché de l'UE sans un mandataire ni sans faire de réétiquetage de l'importateur parce que l'ARM fonctionne. Cette question n'est pas controversée avec l'Union européenne. Maintenant, la question, bien entendu, dont on va discuter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce RDM après le 26 mai 2021. Maintenant, l'autre option qu'a présenté M. Mayer aussi, c'est effectivement le droit actuel, donc des directives, la directive sur les dispositifs médicaux, la directive 9342 que Gilles Ebicher a présentée, s'appliquait d'abord jusqu'au 26 mai 2020 et elle a aussi profité du report, donc elle s'applique dans l'Union européenne jusqu'au 26 mai 2021. Et puis ensuite, vous pouvez, donc M. Mayer a présenté ça avec beaucoup plus de détails, je vais un petit peu résumer. Les certificats qui ont été émis selon les directives peuvent continuer à être utilisés pour placer des dispositifs médicaux sur le marché jusqu'au 26 mai 2024. Et ensuite, vous pouvez encore écouler les stocks, ce que j'appelle écouler les stocks dans mon langage non technique, jusqu'au 26 mai 2025. Maintenant, la première partie, nous l'avons réglée dans l'ARM en décembre 2017. Donc, ça a été déjà réglé bien avant, depuis que la directive DDM existe. Maintenant, après le 26 mai 2021, j'ai mis la flèche de manière plus claire. C'est, à notre avis, très clairement ou également réglé dans l'ARM. Donc, c'est-à-dire que la période transitoire qui est valable dans l'UE est aussi couverte
dans l'ARM. À notre avis, c'est un avis partagé de manière unanime au sein de l'administration fédérale, ainsi qu'il y a différents avis de droit juridique sur la question. Parce que ce sont des dispositions de l'ancien droit qui sont réglées dans l'accord actuellement, donc qui ont été réglées, et qui continuent simplement de s'appliquer dans l'UE. Donc, il n'y a aucune raison qu'elles ne s'appliquent pas plus entre l'Union européenne et la Suisse. Néanmoins, donc je précise, nous sommes absolument convaincus de la validité de l'ARM dans ce cas, mais je précise que l'Union européenne la Commission européenne plutôt, a fait circuler des doutes au sujet de cette application. Voilà, ça c'était la première partie, un petit peu pour montrer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, une question sur les dispositifs médicaux selon la DDM, les directives, qui à notre avis est réglée même après le mai cette année. Et évidemment, le trou noir, que se passe-t-il avec les dispositifs médicaux selon le nouveau règlement après 2021? Même si pour certaines choses, nous avons des dispositions transitoires qui devraient s'appliquer aussi pour les dispositifs RDM. Donc la situation, elle est un petit peu complexe, mais au niveau technique, ça me semble relativement clair. Au niveau politique, toutefois, la situation est un peu plus opaque. La Suisse a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir une mise à jour de l'ARM concernant les dispositifs médicaux. Gilles Ebicher l'a bien montré, la révision de la loi sur les produits thérapeutiques a été avalisée par le Parlement. Le Conseil fédéral a révisé l'été passé l'ordonnance sur les dispositifs médicaux. C'était une révision totale afin que celle-ci entre en vigueur le 26 mai 2021. Donc, nous sommes prêts. Swissmedic est en train d'adapter ses systèmes afin qu'ils fonctionnent avec ceux de l'Union européenne. Le SECO a presque finalisé l'adaptation de l'ARM pour refléter ses jugements et avant la pandémie, nous avons déjà discuté de ces questions avec l'Union européenne. C'était aussi avant la grande crise. Toutefois, la Commission européenne fait dépendre cette adaptation de l'ARM à des progrès concernant l'accord institutionnel. À 3 mois de l'échéance, on ne sait donc pas avec certitude si cette adaptation de l'ARM aura lieu. Cette situation est bien entendu insatisfaisante pour tous les milieux concernés, mais surtout pour l'industrie, que ce soit à l'exportation, mais aussi à l'importation depuis l'Union européenne. L'industrie, donc c'est-à-dire vous êtes préparés à remplir les exigences élevées de la nouvelle réglementation. Comme l'a dit Gilles Ebicher, ces exigences élevées sont nécessaires pour garantir la sécurité des patients qui avaient été mis à mal suite à différents incidents et scandales dans la branche qui ont notamment touché la Suisse. Néanmoins, ces nouvelles exigences, même si elles sont nécessaires, elles ont nécessité de gros investissements pour être mises en œuvre, en particulier pour les PME. L'incertitude juridique relative à l'actualisation de l'ARM s'ajoute ainsi à une charge déjà très importante pour les entreprises. Le Conseil fédéral a été sensibilisé à la situation par les représentants de l'industrie. Le président de la Confédération, notamment en sa qualité de ministre de l'économie, a rencontré à plusieurs reprises des représentants de l'industrie sur ce sujet. Il est conscient de l'importance de l'actualisation de l'ARM pour votre secteur. Le secteur MedTech, en effet, un secteur en pleine croissance, réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de près de 18 milliards de francs. Et la même année, le secteur exportait pour 5,5 millions de francs vers l'Union européenne. Donc, il est clair que pour l'industrie MedTech suisse, le marché de l'Union européenne est un marché important. Dans ces conditions incertaines, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 3 février, de redoubler d'efforts avec l'Union européenne pendant ces prochaines semaines. L'objectif étant de communiquer la situation aux parties concernées jusqu'à la fin mars. L'espoir, M. Kraus, n'est donc pas perdu. Il est important de rappeler que le peuple suisse a toujours soutenu la voie bilatérale. Le Conseil fédéral a décidé le 11 novembre de la suite à donner concernant cet accord institutionnel. Les discussions avec l'Union européenne concernant l'accord institutionnel ont repris au plus haut niveau. Des rencontres ont lieu régulièrement afin de clarifier les éléments problématiques.
Ces clarifications sont nécessaires afin de trouver des solutions viables pour l'accord institutionnel et de s'assurer d'un soutien politique en Suisse. Maintenant, dans un deuxième temps, j'aimerais encore, si vous le permettez, revenir sur la question britannique ainsi que sur le marché unique de l'Union européenne. Parce que c'est une discussion qu'on entend de plus en plus dans les journaux notamment. Les Britanniques ont conclu à Noël un accord avec l'Union européenne. Qu'apporte cet accord pour votre secteur? L'accord conclu entre Londres et Bruxelles abolit notamment les droits de douane entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est un accord de libre-échange relativement traditionnel. Les règles d'origine sont différentes, mais la situation est la même que celle dont vous, Suisse, bénéficiez sur le marché de l'UE. Notre accord de libre-échange conclu en 1972 vous garantit également la franchise de droits de douane pour les produits industriels, donc aussi pour les dispositifs médicaux. Cet accord fonctionne très bien. Cela étant, la Suisse décidait en 2002 de compléter ce vieil accord de libre-échange par les accords bilatéraux, dont l'ARM fait partie. Les accords bilatéraux garantissent une participation sectorielle de la Suisse au marché unique de l'UE. Les accords bilatéraux vous évitent, comme l'a dit M. Mayer, de nommer un mandataire dans l'UE, de réétiqueter vos produits en fonction de l'importateur dans l'UE. Ils vous évitent finalement une surcharge administrative inutile qui n'apporte rien à la sécurité des patients. Cette surcharge administrative peut être supprimée au sein du marché unique grâce à une coopération étroite entre les autorités. C'est le concept du marché unique. Les informations relatives aux produits sont déposées une fois par les opérateurs économiques dans une base de données unique. C'est la base de données EUDAMED 3. Toutes les autorités des États membres de l'UE et Swissmedic, lorsque l'ARM fonctionne, ont ainsi accès à ces données. Le marché unique prévoit aussi les modalités de coopération entre les autorités. Cela garantit que les autorités partagent les informations relatives aux risques des produits, qu'elles partagent leurs analyses, mais surtout qu'elles parviennent aux mêmes conclusions. C'est donc la condition sine qua non afin que le même produit puisse circuler de Helsinki à Lisbonne, de Reykjavik à Athènes, en passant par Neuchâtel. Ou alors, le produit est retiré, mais alors il est retiré de l'ensemble du marché parce que les risques sont jugés trop importants. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Ils ont aussi décidé, après de longues et difficiles négociations, de quitter le marché unique de l'Union européenne. Donc, ils sont dans une situation différente de la nôtre, en tout cas pour l'instant. Pour un secteur hautement réglementé comme le vôtre, la situation semble donc claire. Un accord de libre-échange abolit essentiellement les droits de douane. La voie bilatérale garantit une participation sectorielle au marché unique de l'Union européenne. J'insiste sur l'élément sectoriel parce que c'est une particularité suisse dont les Britanniques n'ont pas bénéficié. Les Britanniques ont essayé pendant la longue négociation du Brexit de trouver un modèle intermédiaire qui préserverait les avantages de la participation au marché unique ou en tout cas une partie de cette participation, tout en évitant les difficiles questions institutionnelles. Avant cela, les États-Unis, sous l'administration Obama, avaient eux aussi tenté de chercher avec l'Union européenne une solution intermédiaire entre un accord de libre-échange et la participation au marché unique. Il s'agissait des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, mieux connu sous son abréviation anglaise TTIP. Toutes ces tentatives ont échoué. Il n'existe aujourd'hui pas d'alternative dans les secteurs hautement réglementés comme les dispositifs médicaux entre les accords de libre-échange et la participation au marché unique. La Suisse aussi va devoir faire son choix entre la situation actuelle, une participation sectorielle au marché unique et un retour à un accord de libre-échange. Je vous remercie de votre attention et me réjouis de la discussion. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Perita, pour ce point de vue du négociateur, point de vue de la Confédération. Alors, je pense que vous avez aussi pu apporter un peu peut-être de sécurité ou en tout cas de vision sur ce qui nous attend pour l'avenir.
J'ouvre la discussion. J'ai vu qu'il y a l'une ou l'autre question qui a déjà été posée via le chat et je propose de commencer avec cette question-là. Sinon, je propose que soit vous essayez de lever la main. Vous voyez que vous avez un petit icône en haut où vous pouvez lever la main et je proposerai que je vous céderai la parole pour poser vos questions en précisant à qui vous l'adressez. Mais je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat. Alors, je reprends le chat et on va commencer par le commencement. Monsieur Yenny a posé la question à Monsieur Mayer et il a noté, il était attentif, il a vu qu'il n'y avait pas de slide sur les obligations des distributeurs. Et Monsieur Mayer a déjà partiellement répondu en disant qu'effectivement, il n'a pas fait de slide sur la responsabilité des distributeurs. Alors, je reformule peut-être un tout petit peu la question. Pourquoi n'avez-vous pas fait de slide sur la responsabilité des distributeurs et avez-vous peut-être quelque chose à ajouter sur cette question, Monsieur Mayer? Oui, parce que ça aurait un petit peu explosé le cadre et puis le temps qui était mis à disposition. Alors, si vous voulez connaître les exigences des distributeurs, il faut aller voir la nouvelle ODIM suisse, je crois que c'est l'article 51 qui traite de ça, ou bien il faut lire dans le RDM l'article 14 qui définit les exigences envers les distributeurs. Ce qui est à noter là-dedans, c'est que les distributeurs, par exemple, ils doivent assurer qu'un dispositif il est géré selon la plage de température, humidité et puis les conditions de transport qui sont données par le fabricant. Maintenant, si vous êtes fabricant et puis vous vendez un produit qui doit être stocké avec une plage de température bien définie et puis vous shippez ça dans un pays chaud en Europe, il y a votre notified body qui va vous poser la question, mais votre distributeur là en Sicile, il arrive à gérer ces conditions de température et puis c'est ce genre de questions vous devez faire face en tant que fabricant. Et puis vous, les distributeurs, ben, vous avez ces obligations de respecter, par exemple, ces conditions de transport. Vous devez aussi vérifier qu'il y a la déclaration de conformité, qu'il y a un mandataire qui est nommé. Maintenant, vous êtes en Suisse, vous devez vérifier qu'il y a un CH rep, un Swiss rep qui va être nommé pour votre produit. C'est ce genre de vérifications qui sont listées dans ces exigences. Merci beaucoup, Monsieur Mayer. Monsieur Yenny, est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous avez une question plus spécifique? Merci beaucoup pour la réponse. Pour moi, l'essentiel était de faire la différence entre un distributeur et un grossiste pharmaceutique. Parce qu'en fait, dans la directive, on demande aux distributeurs de faire aussi un certain nombre d'actes de contrôle de qualité. Par échantillonnage, etc., etc. Un distributeur qui est nommé par un importateur et qui s'occupe uniquement de ce produit bien spécifique peut le faire sans autre. Un grossiste pharmaceutique qui a des millions de lignes à traiter par jour n'est absolument pas en mesure de faire du contrôle de qualité. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, hein. Vous n'avez pas besoin, en tant que distributeur, de faire des contrôles qualité sur le produit. D'ailleurs, sur les dispositifs médicaux, vous contrôlez le labeling et puis s'il y a un AFU, mais vous ne faites pas d'autres contrôles qualité plus poussés parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont livrés stériles. Vous ne pouvez pas faire de contrôle qualité. Si vous ouvrez le produit, vous mettez en danger l'emballage stérile secondaire et puis c'est problématique. Ce n'est pas ça qui est exigé, hein. Il faut vérifier, est-ce que la documentation qui va avec, est-ce que le labeling est correct? Par exemple, est-ce qu'il y a pour la Suisse, pour un dispositif médical que vous distribuez aussi aux non-professionnels, aux patients, vous devez avoir les instructions d'utilisation en français, en allemand et puis en italien. C'est ce genre de vérification que vous devez faire.
Ouais, tout à fait. De toute façon, le grossiste pharmaceutique n'a pas d'autorisation GMP pour ouvrir quoi que ce soit, Voilà. même si c'est pas stérile, même si c'est pas stérile. Voilà, merci. Merci, Monsieur Maillard. Merci beaucoup. J'ai ensuite une question, si je les prends dans l'ordre. Ah, pardon, je vais juste rapidement donner la parole encore à Gilles et Bisser, s'il avait dit quelque chose. Oui, pour compléter la question sur les distributeurs, à noter que le rapport du Conseil fédéral sur l'ordonnance révisée sur les dispositifs médicaux précise que le distributeur assume une responsabilité moindre pour les dispositifs qu'il met sur le marché. Cela étant, comme l'a relevé M. Maillard, il doit tout de même vérifier si le dispositif a une marque de conformité. C'est une obligation. Il a aussi une obligation de diligence spéciale en cas d'irrégularité, lorsqu'il a connaissance que des produits sont sur le marché et que ces produits sont défectueux. Donc, il doit retenir les produits et éviter d'inonder le marché avec les produits en question. Sinon, le Conseil fédéral a également relevé l'obligation de collaborer pour la traçabilité. Cette obligation elle est également valable pour les distributeurs. Voilà. Merci, Gilles. Merci. Oui, merci, Gilles. Maintenant, j'ai une question ou trois questions. Monsieur von Gunten, est-ce que vous voulez la poser oralement directement? Oui, bonsoir, vous m'entendez? On vous entend, oui. Alors, la question, enfin, dans les présentations n'ont pas été vraiment mentionnées les différentes classes que rencontreraient des dispositifs médicaux à mettre sur le marché, donc de la classe 1 à la classe 4, si j'ai bien compris. En ce qui nous concerne, nous avons un produit qu'on aimerait commercialiser qui est à moitié fabriqué en Amérique du Sud et fait terminer en Suisse. Alors, la question déjà, est-ce que pour être certifié, pour avoir l'autorisation de commercialiser en Europe, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une certification faite par un Notified Body ou pas pour une classe 1? Si c'est un produit de classe 1 tout court, alors un produit classe 1 qui est ni stérile, qui n'a pas de fonction de mesure ou qui ne tombe pas sous l'explication dans l'annexe 8 de l'instrument chirurgical retraitable. Si ces trois conditions sont remplies, c'est un classe 1 pur et dur, vous n'avez pas besoin d'organisme notifié. Mais attention, si vous voulez marketer ce produit, vous devez annoncer le produit à Swissmedic. Et Swissmedic peut à tout moment vous demander la documentation technique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Swissmedic. Vous êtes, je pense, vous êtes en Suisse. Pour l'instant, tant qu'il y a encore le ARM en place, vous annoncez en Suisse et c'est valable pour toute l'Europe. À partir du 26 mai, en fonction de ce que M. Perita a dit, si jamais il n'y a plus de ARM, votre dispositif, si vous le placez sous MDR, alors sur le marché, là, il va falloir avoir un mandataire en Europe. Et puis le mandataire, il va déclarer qu'il est mandataire pour vous dans le pays où il est placé en Europe. Et puis vous, après, vous devez vous enregistrer dans EDAMED à partir du 26 mai dans ce pays-là. Et puis les autorités en Allemagne, nous, on a un ICREP en Allemagne, Medical Services Deutschland GmbH. Nous, on travaille avec le Regierungspräsidium Freiburg, vu qu'on est juste de l'autre côté de la frontière. Et puis les premiers fabricants qu'on a annoncé qu'on représente, lorsqu'on s'est inscrit au DIMDI avec le fabricant, ils ont demandé la documentation technique juste pour vous dire qu'un produit classe 1, il n'y a pas d'organisme notifié. Alors, il y a une documentation technique light, ça n'existe pas dans l'RDM. Hein. Les exigences sont les mêmes au niveau de compliance et de documentation, que ce soit un classe 1 ou un classe 3. La seule différence, c'est que le détail de review, la scrutiny à laquelle vous êtes exposé, c'est ça qui est différent. Plus que la classe de risque augmente, plus qu'il y a d'étapes de contrôle et puis il y a des
des parties tierces qui sont là-dedans. Le produit classe 1, c'est l'autorité compétente qui décide s'il veut voir ou pas votre documentation technique lorsque vous vous annoncez aux autorités. D'accord. Et puis pour s'annoncer aux autorités, est-ce qu'il faut le faire pour une commercialisation européenne directement en Europe ou à travers la Suisse? Non, mais alors si vous le faites avant, alors si vous placez votre produit, ça c'est un cas très intéressant, ça couvre exactement ce que j'ai dit. Si votre produit il est prêt aujourd'hui, hein, et puis il est reclassifié après, c'est-à-dire il a besoin de Notified Body avec le nouveau RDM, il faut le placer sur le marché tout de suite. Maintenant, ce n'est pas le cas. Si c'est un classe 1 qui n'a pas besoin de Notified Body sous le RDM, à partir de 26 mai, vous devez être conforme avec le RDM. Vous ne pouvez pas le placer sous la directive. Et si vous le placez sous le RDM, ben, si vous le vendez qu'en Suisse, il va falloir l'annoncer à Swissmedic. De toute façon, si vous voulez le placer sur le marché en Europe, il va falloir avoir un mandataire européen et puis c'est lui qui doit s'enregistrer, il doit dire il est mandataire pour vous. Une fois il reçoit son SRN, vous pouvez recevoir la vôtre et puis vous devez, avec votre SRN, vous inscrire en EDAMED. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kraus. A un petit souci de connexion, donc je vais juste reprendre la suite. Merci beaucoup pour la réponse. Nous avons encore une question de Monsieur Didier Membré. Je propose peut-être qu'il la pose aussi oralement. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, très bien. Cette question, je la pose peut-être à Monsieur Mayer. Ma société PME en Suisse importe des lunettes de lecture fabriquées en Asie notamment et les distribue uniquement sur le marché suisse. Est-ce que je suis concerné aussi par cette réglementation MDR au 26 mai? Ça parle indirectement à travers de la nouvelle ODIM. Alors, si vous regardez dans la nouvelle ODIM, elle précise les exigences pour la Suisse, mais elle fait beaucoup de références au texte du RDM. Alors, vous êtes exposé indirectement, mais pour vous, si vous marketez ces produits qu'en Suisse, c'est un produit classe 1 des lunettes de lecture, il va falloir s'annoncer à Swissmedic, vous êtes importateur. Hein, donc, pour ce produit, puisqu'il vient d'Asie, il vient chez vous, vous avez la fonction d'importateur. Il va falloir définir un mandataire suisse aussi pour le produit. Je suppose que vous allez faire mandataire et importateur en union de personnes. Hein, alors, vous faites les deux. Et puis, le mandataire, il doit avoir aussi accès, ou il doit avoir une copie de la documentation technique complète pour pouvoir apporter la preuve si jamais Swissmedic veut voir que le produit est vraiment en cohérence avec les exigences de l'ODIM. Vous devez les marquer, vos produits, et ça c'est intéressant parce que si vous vendez que en Suisse et pas en Europe, si votre produit il a un marquage CE déjà, alors vous avez une déclaration de conformité de votre fabricant d'origine pour l'Europe, c'est le marquage CE que vous pouvez utiliser. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une déclaration, mais ça c'est uniquement valable pour la Suisse, avec un marquage MD. Il faut regarder, je ne sais plus quelle annexe c'est dans l'ODIM, je crois l'annexe 2 ou 3, où c'est spécifié ce que c'est le marquage MD. Et puis ça serait un case un peu ovale avec marqué MD dedans. En fait, j'ai le marquage CE, M. Mayer. Donc ça, c'est mon fournisseur, mon fabricant, en fait, qui doit, quelque part, justifier la conformité européenne du produit. Oui, mais vous, en tant qu'importateur suisse, et puis en tant que mandataire pour la Suisse, vous devez avoir une copie de cette documentation technique à disponibilité de Swissmedic, si vous l'achetez directement en Asie. Oui. Et la copie dont vous parlez, c'est uniquement la copie de la réglementation. Je ne dois pas forcément… La copie de la documentation technique, notamment pour les lunettes, c'est les détails sur la validation et puis la vérification.
c'est comment dire, l'épreuve pour que votre produit il remplit les exigences générales de sécurité et puis de performance de l'annexe 1 du RDM. Alors, l'épreuve pour ça, la documentation technique sur l'annexe 2 et annexe 3, ça, vous devez l'avoir en tant que mandataire suisse. Donc, cette documentation, je l'ai aujourd'hui de mes fournisseurs. J'ai des documents techniques de conformité et je les fais également chez moi dans mon laboratoire. Oui, mais il va falloir vérifier si cette doc elle est en compliance avec ces exigences. D'accord. Et la vérification se fait par le mandataire. C'est votre obligation. Maintenant, vous pouvez faire, comment dire, aveuglement confiance à votre fournisseur asiatique pour que cette documentation elle tient la route et puis espérer que Swissmedic, ils n'ont pas le temps de venir vous voir. Ou bien vous regardez bien cette documentation parce que vous êtes jointement responsable avec le fabricant. Alors, s'il y a un PEPA, maintenant, le risque pour des lunettes de lecture, il n'est peut-être pas énorme, mais si on construit un cas comme quoi il y a des patients qui ont un problème de santé dû à vos lunettes et puis ça pose des problèmes sur le marché et puis votre fabricant, il s'en fout, ben, c'est vous le responsable en Suisse et puis c'est vous qui allez hériter les responsabilités du fabricant. Alors, Swissmedic, ils vont se prendre à vous parce qu'ils peuvent uniquement choper vous, ils ne peuvent pas aller en Asie et choper le fabricant d'origine. Oui, ça je suis d'accord, mais ça veut dire que, excusez-moi, je termine vite ma question. Est-ce que ça veut dire que le mandataire que je nomme, c'est un institut externe à mon entreprise qui doit pouvoir valider la bonne conformité du produit? Je ne peux pas le faire moi-même. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de mandater quelqu'un d'externe. C'est un produit classe 1, vous n'avez pas besoin d'organisme notifié. C'est vous regardez cette documentation technique et puis vous jugez si elle est apte. Mais vous êtes libre de demander à des experts variés. Il y en a plein sur le marché qui font la même chose que nous, qui font ce genre de revue. D'accord, je peux me certifier moi-même. Donc, en fait, je peux moi-même donner la garantie que la conformité de mes produits est conforme selon la MDR. Oui, il faut faire attention avec les termes. Vous, en tant que mandataire suisse, vous vérifiez simplement si cette documentation technique elle est cohérente avec les exigences du RDM. Vous ne vous donnez pas une certification. Vous avez une déclaration de conformité qui vient de votre fabricant. Ce que vous faites, vous vérifiez si cette déclaration de conformité c'est pas un fake, que le dossier technique, ce n'est pas, comment dire, un assemblement de documents qui veulent rien dire, parce que ça, on voit nous tous les jours. Les dossiers techniques qui viennent d'Asie où typiquement, on fait référence à un rapport de test dans la checklist des exigences essentielles de sécurité et puis de performance. Et puis, quand vous regardez dans le dossier de validation et vérification, le rapport de test, il a 25 ans et puis il se rapporte à tout un autre produit. D'accord. Faites attention, soyez un petit peu critique envers votre fournisseur pour vérifier si cette documentation elle tient vraiment la route. D'accord. Merci, M. Meyer, pour vos commentaires. Merci beaucoup, M. Meyer, en effet. J'ai encore une main levée là de Mme Pilotin qui aimerait poser une question, si je ne me trompe pas. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Alors, j'avais en fait deux questions. La première, c'était si on était négatif et que l'ARM n'était pas reconduit, comment ça se passerait pour la reconnaissance de la Suisse des organismes notifiés européens? Je crois que c'est M. Perita, non? C'est ce que j'allais dire, oui. M. Perita. Oui, mais j'attendais juste la deuxième question. Ah. Mais enfin, Alors, on peut faire l'une après l'autre, c'est égal. Oui, la deuxième question est plus pour Monsieur Meyer qui a parlé de cet embouteillage que l'on voit dans les organismes notifiés pour procéder au traitement des dossiers. Et je voulais savoir s'il y avait des mesures particulières qui avaient été prises à sa connaissance. Voilà.
Monsieur Perita, comment Oui, par la alors les deux que vous questions adressez. sont finalement assez liées parce que, bon, et je vais vous donner peut-être une position du point de vue de la négociation, mais il est clair qu'il y a un manque d'organismes notifiés dans l'Union européenne, pour l'ensemble de l'Union européenne sous le RDM. Maintenant, la Suisse en a un. Dont la désignation est en cours et tout le processus a été fait conjointement avec l'Union européenne. Ça a fonctionné grâce à l'ARM que nous avons conclu en décembre 2017. Maintenant, je pars de l'idée qu'il est quand même dans l'intérêt aussi de l'UE, après avoir fait tout ce travail pour la désignation de cet organisme notifié suisse, que cette reconnaissance finalement fonctionne, d'autant plus que cette reconnaissance, en fait, elle est fixée comme disposition transitoire dans l'ARM de 2017 et il est écrit noir sur blanc que les certificats émis par des organismes notifiés seront reconnus. Alors maintenant, je vous dis, ça c'est la position suisse. On ne peut pas exclure que l'Union européenne revienne sur ses engagements, mais enfin bon, ce serait assez peu élégant. Merci beaucoup. Ouais, pour la deuxième partie de votre question, le problème qu'on a un petit peu, c'est que avant, les organismes notifiés, il y en avait en 2011, 2012, il y en avait 83. Et puis, il y avait suffisamment de capacité. C'est vrai, il y a eu des scandales. C'est vrai que la moitié de ces organismes notifiés, c'est bien qu'on les a fermés, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté leur business, parce qu'ils ne voulaient plus. Ils ont été retirés du marché des autorités pour incompétence. Maintenant, tout ça, c'est bon. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que comment dire, pour expliquer ça, il faut comparer le système européen au système américain. Au système américain, on a un pre-market approval system. Il y a une autorité qui fait la surveillance du marché et le approval des produits avant que les produits soient sur le marché. Maintenant, la chose, c'est que les lois de responsabilité, ils sont différents. Alors, l'autorité américaine, il vient pour un foreign inspection tous les 3 ans jusqu'à tous les 5 ans. Aux États-Unis, c'est entre 2 et 3 ans. Ça dépend le record qu'un fabricant a. Alors, tout ce tourisme d'audit qu'on a en Europe, il n'existe pas aux États-Unis ou dans une mesure beaucoup moindre. Si aux États-Unis, vous faites une faute, vous avez une non-conformité, vous avez 15 jours pour répondre avec quelque chose de concluant. Si ce n'est pas OK, vous avez un warning letter public. Tout le monde sait que vous avez péché. Et puis, si vous ne travaillez pas à satisfaire la Food and Drug Administration, on vous ferme votre business et puis on va chercher l'argent où il allait. Si vous avez acheté une jolie villa pour votre épouse, ben la jolie villa, elle est partie. En Europe, on n'a pas des lois comme ça. Et puis, en Europe, on essaye, en multipliant les contrôles, d'assurer un niveau de sécurité. Maintenant, le problème, c'est que ces organismes notifiés, il y aurait suffisamment de personnel pour revoir des dossiers et pour certifier des produits. Mais ils doivent venir une fois par année faire un audit. Ils doivent revoir pour les produits à moyen et haut risque tous les dossiers. Et puis, alors c'est cette régularité de tout le temps de ce service qui fait qu'on a une charge de travail qui est énorme sur ces organismes notifiés. Maintenant, les organismes qui sont désignés, ils ont engagé beaucoup de monde. Alors, on fait face à des audits et des revues où il y a des rookies de l'autre côté de la table qui posent plein de questions qui n'ont rien à voir avec une approche basée risque. Alors, ça prend énormément de temps de pouvoir aller à travers, ça soit BSI ou TÜV Sud, c'est tout le monde. C'est un petit peu le même problème.
Et puis, c'est cette multitude d'interactions et puis des tâches qu'ils ont, ces organismes notifiés, qui fait que comment dire, la capacité de pouvoir servir ce marché, elle n'est pas là à cause de ces interventions multiples. On leur a rajouté encore le contrôle de ces classes 1R là, pour le reprocessing par-dessus. Il y a quelques 7000 fabricants d'instruments chirurgicaux. Ça dépend comment vous les comptez. Hein. Moi, je ne sais pas qui va faire tout ça. Alors, si maintenant, au niveau de la loi en Europe, ça serait plus facile de choper l'argent où il allait, on pourrait réduire ça. Un audit tous les 3 ans, ça fait largement l'affaire si l'organisme notifié a le pouvoir de vous fermer la boîte. Mhm. Et c'est ça un petit peu le problème. À mon avis, hein, c'est un avis personnel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sauf erreur, je ne vois plus d'autres questions. Alors, je saisis l'occasion pour gentiment clore cette séance. J'aimerais remercier d'abord tous les orateurs pour la qualité de leurs interventions. Je crois que vous nous avez énormément apporté, tant du point de vue voilà, du cadre législatif général tel qu'il évolue, du cadre politique tel qu'il évolue, et puis de la pratique telle qu'elle se pratique et telle qu'elle devra et pourra encore se faire. Merci beaucoup à tous trois pour la qualité de vos interventions. Merci aux participantes et aux participants d'être restés quasiment du début à la fin et pour la qualité de vos questions. Et en dernier lieu, je remercie la Chambre neuchâteloise de commerce et d'industrie pour la co-organisation, pour leur disponibilité et puis la mise à disposition aussi de leurs locaux. Et évidemment, mes collègues de l'Université de Neuchâtel qui m'ont aussi soutenu dans la co-organisation de ce séminaire. Je me réjouis des prochains séminaires, notamment en collaboration avec la Chambre. Et je m'arrête là, mais je cède encore la parole à Monsieur Nemeti et qui aura le dernier mot. Et je vous dis pour ma part à tout bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Nemeti. Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Peut-être qu'il vous laisse joindre à moi pour vous remercier. Je vous vois bouger. Florian Nemeti, vous voulez dire quelque chose encore? Il faut juste allumer le micro. Oui, merci, voilà. Merci, Monsieur Kraus. Il y a eu une petite interruption, non, mais je crois que vous avez parfaitement conclu. J'aimerais simplement me joindre à tous vos remerciements parce qu'effectivement, on a appris beaucoup de choses. On se rend compte que la situation est quand même assez sérieuse et puis qu'il y a des solutions, il y a des voies, mais elles ne sont pas toujours immédiates ou évidentes. Donc, je crois que les propos qui ont été tenus cet après-midi arrivent à point nommé pour amener les recommandations qui permettront aux entreprises de continuer à servir ces marchés. Ça me paraît extrêmement important. Donc, voilà, merci à tout le monde. Merci de votre participation. Et puis, on n'hésitera pas à revenir avec des événements, on espère, en présentiel sur des sujets comme ceux-là, parce que je crois que c'est vraiment important d'avoir cette vigilance. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dimé.